Je vous propose à nouveau un extrait du Crépuscule des idoles de Nietzsche. Donc, je vous laisse vous installer. Ce que je dois aux anciens. Pour finir, un mot sur le monde auquel j'ai cherché des moyens d'accès, auquel j'ai peut-être trouvé un nouvel accès, le monde antique. Mon goût, qui est sans doute le contraire d'un goût indulgent, est là encore bien loin de dire oui en bloc. Il dit oui rien moins que volontiers, il préfère dire non et par-dessus tout, ne rien dire du tout. C'est le cas pour des civilisations dans leur ensemble, c'est le cas pour des livres, c'est le cas également pour des lieux et des paysages. Au fond, il n'y a qu'un nombre infime d'ouvrages de l'Antiquité qui est compté dans ma vie. Les plus célèbres n'en font pas partie. Mon sens du style, de l'épigramme comme style, s'est éveillé presque immédiatement au contact de Salluste. Je n'ai pas oublié l'étonnement de mon vénéré maître Corsène lorsqu'il a été obligé de donner la meilleure appréciation à son plus mauvais latiniste. J'en étais venu à bout du premier coup. Ramassé, rigoureux, avec sur le fond le plus de substance possible, une froide méchanceté envers le beau discours, ainsi qu'envers le beau sentiment, c'est à cela que j'ai su qui j'étais. Juste dans mon Zarathustra, on reconnaîtra chez moi une très sérieuse ambition d'atteindre au style romain, à l'aere perennius du style. Il n'en est pas allé autrement lors de mon premier contact avec Horace. Jusqu'à présent, aucun poète ne m'a causé le même ravissement artistique que celui que j'ai d'emblée éprouvé pour une ode d'Horace. Dans certaines langues, il est même hors de question de vouloir ce qui est ainsi réalisé. Cette mosaïque de mots où chaque mot, par sa sonorité, par sa place, par son sens, fait rayonner sa force à droite, à gauche et sur l'ensemble. Ce minimum de signes en étendue et en nombre, ce maximum ainsi obtenu en énergie des signes, tout cela est romain, et si l'on veut m'en croire, noble par excellence. Tout le reste de la poésie à côté, fait par trop peuple, simple, verbiage sentimental. Quant aux Grecs, je ne leur dois absolument aucune impression d'une force analogue, et pour le dire carrément, ils ne peuvent pas être pour nous ce que sont les Romains. On n'apprend pas des Grecs, leur manière est trop étrange et aussi trop fluide pour produire un effet impératif, classique. Qui aurait jamais pu apprendre à écrire d'après un Grec? Qui aurait pu l'apprendre sans les Romains? Et qu'on ne vienne pas m'objecter Platon. Concernant Platon, je suis foncièrement sceptique, et je me suis toujours trouvé hors d'état de joindre ma voix au concert d'admiration de l'artiste Platon, qui est de tradition chez les érudits. Au bout du compte, j'ai de mon côté, en l'occurrence, des arbitres du goût les plus raffinés. Platon brouille, me semble-t-il, tous les styles, ce qui fait de lui le premier décadent du style. Il a sur la conscience quelque chose qui ressemble à l'invention de la satire ménippée par les cyniques. Pour trouver quelque charme au dialogue platonicien, cette insupportable espèce de dialectique puérile et pleine d'autosatisfaction, il faut n'avoir jamais lu les bons auteurs français, Fontenelle par exemple. Platon est ennuyeux. En fin de compte, ma méfiance envers Platon va jusqu'au fond des choses. Je le trouve fourvoyé, si loin des instincts fonciers des Hellènes, si confit en moralisme, si chrétien avant la lettre. Déjà l'idée du bien est son idée suprême. Que, pour parler du phénomène Platon dans son ensemble, je préférerais entre tous utiliser des mots durs comme escroquerie de haut vol, ou si l'on aime mieux ce mot, d'idéalisme. On a payé très cher le fait que cet Athénien soit allé à l'école chez les Égyptiens, ou chez les Juifs d'Égypte, dans la grande catastrophe qu'a été le christianisme. Platon représente cette équivoque fascinante appelée idéal, qui a permis aux natures nobles de l'Antiquité de se méprendre sur elles-mêmes et de s'avancer sur le pont qui conduisait à la croix. Et combien de Platon il reste dans la notion d'Église, dans la structure, le système et la pratique de l'Église. Mon délassement, ma prédilection, ma cure contre toute forme de platonisme a toujours été Thucydide. Thucydide est peut-être le prince de Machiavel, me ressemble tout spécialement par la volonté absolue de ne pas être dupe et de situer la raison dans la réalité, certes pas dans la raison et encore moins dans la morale. Rien ne guérit aussi radicalement que Thucydide de la lamentable idéalisation, peignant les Grecs en rose, que le jeune homme d'éducation classique emporte comme récompense dans la vie pour prix de son dressage en lycée. Il faut le lire ligne à ligne et déchiffrer ses arrière-pensées aussi distinctement que ses phrases.
Il y a peu de penseurs aussi riches en arrière-pensée. En lui, la civilisation des sophistes, entendons la civilisation réaliste, parvient à son expression accomplie. Ce mouvement inappréciable au milieu de l'escroquerie, de la morale et de l'idéal des écoles socratiques qui se déchaînaient alors de toutes parts. La philosophie grecque comme décadence de l'instinct grec, Thucydide comme la grande somme, la dernière révélation de ce sens des réalités forts, rigoureux, durs, qui se trouvaient au fond de l'instinct des anciens Hellènes. C'est le courage devant la réalité qui fait au bout du compte la différence entre des natures comme Thucydide et comme Platon. Platon est lâche devant la réalité, dont il fuit dans l'idéal. Thucydide a de l'emprise sur lui-même, donc il a aussi de l'emprise sur les choses. Flairés dans les Grecs de belles âmes, l'or du juste milieu et autres perfections, admirer en eux le calme dans la grandeur, le sentiment idéal, la sublime simplicité, j'ai été préservé de cette sublime simplicité, en fin de compte, une niaiserie allemande, par le psychologue que je portais en moi. J'ai vu leur instinct le plus fort, la volonté de puissance, je les ai vus trembler devant la violence déchaînée de cette pulsion, j'ai vu toutes leurs institutions naître des mesures de protection destinées à se garantir réciproquement des matières explosives qu'ils portaient en eux. L'énorme tension intérieure se déchargeait alors en hostilité terrible et implacable au dehors. Les cités se déchiraient entre elles pour que les citoyens trouvent la paix avec eux-mêmes. On avait besoin d'être fort. Le danger était proche, il rôdait partout. Les corps superbes et souples, le réalisme et l'immoralisme hardi qui caractérisent l'Hélène sont pour lui une nécessité. Ils ne proviennent pas de la nature. C'est venu après, ce n'était pas une donnée d'origine. Et avec les fêtes et les arts, on voulait non plus rien d'autre que se sentir supérieur, se montrer supérieur. Ce sont des moyens de se glorifier, parfois de susciter la crainte. Juger les Grecs à l'allemande d'après leurs philosophes, exploiter en quelque sorte la mentalité de braves gens des écoles socratiques pour fournir des explications sur la nature foncière de l'hellénisme. Mais les philosophes sont les décadents de la grécité, le mouvement de réaction contre l'ancien goût noble, contre l'instinct agonal, contre la police, contre la valeur de la race, contre l'autorité de la tradition. Si on s'est mis à prêcher les vertus socratiques, c'est parce que les Grecs les avaient perdues. Excitables, craintifs, instables, tous comédiens, ils avaient quelques raisons de trop se laisser prêcher la morale. Non que cela ait pu servir à quelque chose, mais les grands mots et les grandes gesticulations, cela sied si bien aux décadents. J'ai été le premier pour comprendre cet ancien instinct hellénique riche et même débordant, à prendre au sérieux cet admirable phénomène qui porte le nom de Dionysos. Il n'est explicable que par un trop-plein de force, qui fait des recherches sur les Grecs, tel ce connaisseur si profond de leur civilisation, Jacob Burckhardt, à Bâle, a tout de suite compris que l'essentiel était là. Burckhardt a ajouté dans sa civilisation grecque un chapitre spécial sur ce phénomène. Si l'on en veut la preuve à contrario, il suffit de voir la pauvreté d'instinct presque réjouissante des philosophes allemands quand ils s'approchent du dionysiaque. En particulier le célèbre Lobeck, qui, avec la vénérable assurance d'un vers desséché parmi les livres, a creusé sa galerie dans cet univers d'états mystérieux et s'est persuadé avoir fait œuvre scientifique parce qu'il poussait la légèreté et la puérilité jusqu'à l'écœurement. Lobeck a donné à comprendre, avec tout un luxe d'érudition, qu'en fait, toutes ces curiosités n'avaient aucune importance. Effectivement, d'après lui, il se peut bien que les prêtres aient transmis à ceux qui participaient à ces orgies quelques petites choses de quelque valeur, par exemple, que le vin porte à la joie, que parfois l'homme vit de fruits, que les plantes donnent des fleurs au printemps et qu'elles fanent en automne. En ce qui concerne cette étrange profusion de rites, de symboles et de mythes d'origine orgiaque dont le monde antique pullule littéralement, Lobeck y trouve une occasion de se montrer encore plus spirituel. Les Grecs, dit-il, dans l'Aglaophamus, quand ils n'avaient rien d'autre à faire, riaient, bondissaient, galopaient en tous sens, ou bien, parce que l'homme y prend parfois plaisir, s'asseyaient, pleuraient, se lamentaient. D'autres, plus tard, s'approchaient alors et cherchaient quelle pouvait bien être la raison de ce comportement surprenant, et ainsi sont nés, pour expliquer ces usages,
ces innombrables légendes et mythes liés aux fêtes. D'autre part, on croyait que ces faits et gestes bouffons, qui n'avaient lieu qu'au jour de fête, faisaient nécessairement partie de la célébration des fêtes, et on les maintint comme une partie indispensable du culte divin. C'est du verbiage méprisable, et pas un instant on ne prendra un Laubec au sérieux. Nous sommes tout autrement touchés quand nous examinons la notion de grec que Winckelmann et Goethe se sont formés et que nous constatons son incompatibilité avec l'élément dont est issu l'art dionysiaque, avec l'orgiasme. En fait, je ne doute pas que Goethe aurait par principe exclu un élément de ce genre des potentialités de l'âme grecque. Donc Goethe n'a pas compris les Grecs, car c'est seulement dans les mystères dionysiaques, dans la psychologie de l'état dionysiaque, que se fait jour la réalité foncière de l'instinct hellène, son vouloir vivre, que se garantissait l'Hélène par ses mystères. La vie éternelle, le retour éternel de la vie, l'avenir promis et consacré dans le passé, le oui à la vie triomphant de la mort et du changement, la vraie vie comme perpétuation d'ensemble par la procréation, par les mystères de la sexualité. C'est pourquoi aux yeux des Grecs, le symbole sexuel était le symbole vénérable en soi, la véritable signification ultime au sein de toute la piété antique. Toutes les particularités de l'acte de procréation, de la grossesse, de la naissance, éveillaient les sentiments les plus sublimes et les plus solennels. Dans la doctrine des mystères, la douleur est sanctifiée. Les souffrances de l'enfantement sanctifient tout simplement la douleur. Tout ce qui devient et croît, tout ce qui se porte garant de l'avenir, a pour condition la douleur. Pour qu'il y ait l'éternelle joie de la création, pour que le vouloir vivre s'affirme lui-même éternellement, il faut qu'il y ait éternellement les souffrances de la parturiente. C'est tout cela que signifie le nom de Dionysos. Je ne connais pas de symbolique plus haute que cette symbolique grecque, celle des Dionysies. Elle exprime les sentiments religieux qui s'attachent au plus profond instinct de vie, à l'instinct d'avenir de la vie, d'éternité de la vie, la voie même qui mène à la vie, la procréation, conçue comme voie sacrée. Il n'y a que le christianisme, avec son ressentiment foncier contre la vie, pour avoir fait de la sexualité quelque chose d'impur. Il a jeté de la boue sur le commencement, sur la condition de notre vie. La psychologie de l'orgiasme comme un sentiment débordant de vie et de force, dans lequel la douleur même agit comme un stimulant, m'a donné la clé de l'idée de sentiment tragique, qui a été mal compris aussi bien par Aristote que par nos pessimistes en particulier. La tragédie est si loin de prouver quelque chose sur le pessimisme des Grecs au sens de Schopenhauer qu'il faut y voir le rejet décisif et l'instance opposée de ce pessimisme. Le dire oui à la vie même dans ses problèmes les plus étranges et les plus ardus, le vouloir vivre sacrifiant joyeusement ses types les plus élevés à sa propre inépuisable fécondité, c'est cela que j'ai appelé le dionysiaque, c'est cela que j'ai su reconnaître comme le pont qui mène à la psychologie du poète tragique, non pas pour se débarrasser de la terreur et de la pitié, non pas pour se purger d'un affect dangereux par sa décharge véhémente, ainsi que l'entendait Aristote, mais au contraire, par-dessus la terreur et la piété, pour être soi-même l'éternelle joie du devenir, joie qui comprend même en elle la joie de la destruction. Et ici j'aborde à nouveau le point dont je suis partie. La naissance de la tragédie a été ma première transvaluation de toutes les valeurs. Par là, je me replace sur le terrain sur lequel pousse mon vouloir, mon pouvoir, moi, le dernier disciple du philosophe Dionysos, moi qui enseigne l'éternel retour. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine lecture.